Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, entrevue avec Guy Champoux, vernissage de la Galerie Notre-Dame, avant-dernier match des Pirates de Ville-Marie et reportage sur le village de Noël. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis. La semaine dernière soulignait également les 40 ans de métier de Guy Champoux, animateur à CKVM FM 93.1. Ce passionné de radio, d'information et de sport a eu une grande carrière qui est loin d'être terminée. Guy Champoux a eu un entretien avec Lucie Charret dans le journal La Frontière où il indique que sa carrière a débuté en 1971. Il avait aménagé un petit studio au sous-sol de chez ses parents. Par la suite, son premier contrat professionnel a été à CKVD à Tenford Mines de 1977 à 1978. Il était animateur surnuméraire les nuits et les fins de semaine. Lorsque le poste de journaliste sportif s'est libéré, il l'a accepté. Son premier contact avec un micro a été décisif. Il était en secondaire 1 à Windsor. C'est à ce moment-là qu'il a su exactement ce qu'il voulait faire pour le restant de sa vie. Pour Guy Champoux, la façon dont le métier a évolué en 40 ans est beaucoup moins contrastant qu'on pourrait l'imaginer. Le métier a changé davantage au niveau physique. À l'époque, il fallait faire plus de recherches. Les nouvelles n'étaient pas sur les médias sociaux. Aussi, il fallait bouger pour aller mettre des cassettes, aller chercher une dépêche, etc. La qualité d'un animateur, d'un journaliste, par contre, s'appuie toujours et encore sur sa façon de communiquer, mais aussi sur sa capacité à être alerte et à ce qui se passe également, et à bien se préparer au moment d'entrer en onde. En ce sens, ses fidèles auditeurs ont maintes fois été en mesure de constater la capacité de Guy Champoux à anticiper l'actualité. Par exemple, au moment où René Lévesque a lancé sur le fil de presse le communiqué annonçant sa démission comme chef du Parti québécois en 1985, Guy Champoux était déjà en direct à CJMS à Montréal. Il avait Doris Lucier au bout du fil et ils étaient prêts à entendre et à partager la nouvelle. Un scénario similaire s'est produit lorsqu'il a annoncé à Richard Martel en direct sur les ondes de RNC qu'il était congédié des Foreurs de Val-d'Or en 1998. Celui-ci n'était même pas au courant. C'est Guy qui lui a appris. Cela fait maintenant 21 ans que Guy Champoux est arrivé en Abitibi-Témiscamingue. Il a exploré pratiquement tous les aspects de la profession. Après 40 ans, Guy Champoux est encore un homme à l'écoute. Sa passion pour le métier n'a pas fini de brûler et cette passion est loin d'être sur le point de s'éteindre dans la famille puisque sa fille Véronique est Morning Woman à une station de radio de Sudbury. C'est bien tant mieux pour ses auditeurs qui apprécient encore la radio et l'information livrée par des passionnés. Guy Champoux est venu nous rencontrer ici au studio de TV Témis. Voici l'entrevue. Guy Champoux, animateur de la radio présentement à CKVM de Ville-Marie. On se rencontre aujourd'hui pour souligner votre 40e anniversaire de métier. Et on va commencer cette entrevue, si vous le voulez bien, par vous présenter en quelques mots. Qui est, selon vous, Guy Champoux? Moi-même. Non, j'ai une petite histoire puis reliée à la région. J'ai grandi à Windsor, dans les cantons de l'Est. Okay. C'est à 15 km au nord de Sherbrooke. Et je dis que j'ai ma filiée. Affilié. Oh. Oui, je suis l'affiliation, voilà. Et il n'y a rien de mot que je cherchais ces mots. Oui. Et c'est toujours drôle d'ailleurs quand ça arrive en ondes, parce que je suis adopté et ma famille biologique est à Saint-Dominique-du-Rosaire, près d'Amos. Alors moi, quand je suis arrivé ici, dans la région, il y a 21 ans, je n'étais pas perdu. Alors, non. Je suis un passionné. Les choses qui me passionnent, mes enfants et évidemment... Mon métier est le baseball. Ça, oui. Les gens qui se promènent un peu. Mais j'aime pas mal de tout. Oui. Mais j'ai appris jeune à prendre un certain recul dans ce dont je parle, parce qu'il y a toujours deux côtés de médaille. Et ça vient un peu de mon père qui a été
syndicaliste et ensuite il a été patron. OK. Puis c'était à l'époque où il y avait toutes les manifestations dans le secteur public, domaine de la santé, et il se passait des choses. Des fois jeunes, on avait nos commentaires de cours d'école, tout ça. Mon père disait, il y a ce côté-là, mais il y a quoi l'autre côté pour contrebalancer? Ouais. Alors, il m'a, de ce côté-là, amené cette espèce de chercher l'équilibre entre les deux côtés de la médaille. Ça vient de mon père. J'aime beaucoup le sport, mais je suis hockeyeur moyen pour jouer dans les ligues locales. J'avais une petite privation de baseball, c'est peut-être ce qui fait que j'aime tant ça. On avait un chalet et je faisais beaucoup de ski nautique l'été, mais comme on n'était pas en ville, je ne pouvais pas jouer à la balle. Donc, je jouais un peu, là, mais pas à mon goût. Pour le reste, j'ai envie de descendre avec les questions parce que sinon... Oui, c'est vrai, correct. Vous avez mentionné la jeunesse et moi, je me posais la question, quand vous étiez jeune, mettons, on va dire préadolescence, tout ça, quel métier vous vouliez faire? Animateur de radio. C'est vrai? Depuis toujours? À l'âge de 12 ans, et je précise, il y avait même des antécédents à ça, je m'étais présenté aux élections du conseil étudiant pour être le représentant de secondaire 1. Je n'ai pas gagné mes élections, mais j'ai gagné ce que je voulais faire dans la vie. Parce qu'au moment où on a ouvert le micro et on a dit qui parle, j'ai senti une telle décharge d'adrénaline que j'ai dit c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est ça, à 12 ans à déjà. 12 ans. J'ai expérimenté autre chose. J'ai été dans la milice, la réserve d'armée, fait des stages avec la régulière. J'étais entré comme opérateur radio pour parler dans la radio. Bon. Je faisais de la disco mobile. Tout le temps. Et manuellement, je suis ce qu'on appelle soit les mains pleines de pouces ou un gaucher des deux mains. Oh oui. Donc, moi, là, quand je fais de quoi... Maintenant, j'ai appris à me rendre utile en plein morceaux. Là. Oui. Mais je vais essayer de réparer quelque chose, d'assembler quelque chose. Il faut toujours avoir des morceaux qui traînent. Okay. S'il y a une planche droite, là, même avec un guide, j'ai de la misère. Ça me donne une idée de ma capacité... Un petit peu maladroit. Un peu maladroit. Ouais. C'était pas un problème en soi, à l'adolescence, mais je peux comprendre certaines jeunes qui ont des difficultés vivres parce que j'étais différent du modèle traditionnel. OK. Ça, et là, on voit les jeunes avec tout ce qui se situe dans la vie. Alors, je peux les comprendre un peu. Mais ça n'a pas été majeur, mais je n'étais pas celui qui... J'aurais été la troisième génération, comme mon grand-père et mon père et mes oncles, à être entrés travailler à la Domtar à 18-19 ans et passer sa vie là. Mon père a travaillé là 44 ans. Ça vous donne une idée là, que mon chemin n'a pas été le même. Non, vraiment pas. Et j'ai travaillé 2 étés comme étudiant. Il y a une été où c'était j'avais 19 ans, c'était des emplois là, où on déplaçait des gros rouleaux de papier, tout ça, des bonnes jobs de bras. Ouais. Ça allait bien. L'été suivante, mon rôle était de coller des poignées dans des sacs à pommes. Les sacs à pommes, là, comme on va acheter des pommes, quoi que ce soit. Mais j'étais tellement mauvais que la machine, au minimum, je ne fournissais pas. Là. Ah oui. Ah oui, donc c'est vraiment le métier qui vous a choisi plus que vous avez choisi le métier. Si on veut, oui. Puis m'exprimer, ça n'a jamais été un problème. Non, vraiment pas. Donc, mettons, niveau valeur, qu'est-ce que vous respectez le plus dans la vie? Moi-même, d'abord. Oui. Ça, il faut apprendre à le développer. C'est un parcours d'une vie. J'aime bien respecter les êtres humains parce que si on veut être respecté, il faut aussi apprendre à respecter les autres. Moi, je suis quelqu'un... On me dit que je suis rigoureux. OK. OK, bien, c'est mon côté, 2 côtés de la médaille. Avant de m'avancer, il y a ça, il y a de l'autre côté, et d'apprendre à être honnête. On fait tous des erreurs, je ne suis pas plus fin que les autres, mais apprendre à dire « je me suis trompé ». Oui. Ça dissipe immédiatement des malaises qui auraient pu subsister. Et 2, on se sent bien soi-même. On s'assume plus. Puis ça permet de créer un lien de confiance. Parce que s'est trompé, il l'a dit, c'est correct. Oui. C'est mieux que de le cacher ou de mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre. Bien, c'est ça. Puis avec le métier, j'ai appris aussi, ça aide. Et je déplore qu'encore, il y a des journalistes, on a toutes les possibilités. La radio, on travaille avec des enregistrements. Donc, si la personne dit « j'ai pas d'ici », on part la recette. C'est vrai. Et dans la presse écrite, ça se développe maintenant, ce qu'on appelle sortir le verbatim d'un texte que la personne a dit. Moi, quand j'ai travaillé un peu à la presse écrite, c'est ce que je faisais. Je travaillais comme à la radio. Okay. Je sortais tous mes éléments. Comme ça, si la personne disait « c'est pas ça », moi, il m'est arrivé d'envoyer des fichiers en disant « voici ce que vous avez dit ». Oui. Vous aviez les preuves. C'est ça. Ça, c'est mon côté rigoureux, là, fatigant des fois. Là. Oui. Avez-vous des qualités? Quelles sont les qualités de Guy Champoux selon Guy Champoux? J'essaie d'être le plus honnête possible. Oui, on a parlé d'honnêteté. D'être respectueux. Oui. D'être respectueux. Puis j'avais parlé dans des conversations, non plus, avec une amie psychologue qui me disait quand on parle des enfants, on parle au jeu. Oui. Et j'ai essayé de l'appliquer dans la mesure du possible, et mes enfants me le disent avec le retour. Oui.
au lieu de dire « t'es pas fine je ne suis pas content ». Ouais. Et le message, et c'est vrai que c'est des petits trucs, mais ça peut être arrivé une couple de fois, là, que, comme tout bon parent, Oui, ça sent pas comme qu'on glisse un peu, voulait. mais généralement, j'essayais de m'en tenir à ça. Et ça, le respect, c'est une valeur primordiale. Oui. Parce que comment veut-on bâtir des personnes si, dès les premiers pas de leur vie, ils se sentent bardassés et tout ça? C'est pas nécessairement facile. Alors, moi, je pense que c'est une des belles valeurs que je crois avoir, et apprendre aussi à se faire respecter, protéger son territoire. Ça aussi, j'ai essayé d'inculquer ça à mes enfants. Évidemment, mes enfants ont entre 27 et 34 ans. Elles sont toutes 3 adultes maintenant, mais le passage au marché de la vie, je ne peux pas le faire à leur place non plus, puis apprendre à lâcher prise. Oui, c'est vrai. Nos enfants, à un moment donné, il faut les laisser aller. T'sais. Et des fois, on voit quelques enfants, et je ne généralise pas qu'il y a des problèmes, mais peut-être si on les avait un petit peu moins couvés, le choc aurait été moins brutal à l'arrivée de l'âge adulte. On ne saura jamais. Non. Et avez-vous des défauts? Un peu saupolé. Ah oui? Oui. Je peux avoir l'air, et ça me fait toujours sourire à chaque fois, vraiment que j'ai l'air intimidant. OK. Ben j'ai une grosse voix. Oui. Puis quand je sors mes gros yeux, là, remarquez que les années où j'étais journaliste, ça peut être très utile dans un échange quand la personne vous affronte du regard et que vous lui retournez son regard, là. Montrer les épaules un petit peu, là, mais... apparemment que je suis intimidant. Okay. Un peu trop bourreau de travail, parce que ça peut devenir un défaut à l'occasion. T'sais. Oui, en effet. Okay, je suis un excessif. OK. Dans pas mal tout. J'ai arrêté de consommer de l'alcool jeune parce que t'as pas fait... Je suis un excessif. Oui, c'est une... La sagesse de la vie m'apprend à être moins excessif dans le corps éthique. OK, c'est bon ça. Un peu trop gourmand. Okay. Oui, parce que c'est vrai que ça m'arrive d'y aller trop des fois. Je connais pas toujours... À 60 ans, ça commence la limite. Des fois, c'est mon corps qui commence à me rappeler, là. Mais je suis quelqu'un qui y va à fond et des fois, je vois pas les signaux, je vois pas les lumières. Non. Vous avez besoin de vous imposer une limite à certains... Bien, exactement. Et curieusement, j'ai travaillé 30 ans à me lever à 4 heures du matin et là, maintenant, j'ai de la misère à me coucher le soir. Bon. Probablement la revanche du lève-tôt. C'est ça. Et quelle serait votre plus grande fierté? Oh, c'est mes enfants. C'est vous les enfants? Ah, ça, absolument. Oui. Pas d'hésitation du tout? Ah, pas du tout. Puis si vous passez sur mon Facebook, j'ai beaucoup de plaisir. Sur le plan professionnel, j'ai été avec la mère de mes enfants à 30 ans, compte tenu de la durée de vie des couples. On s'est séparés de façon harmonieuse. Là. C'est jamais 100% harmonieux un divorce, mais il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas rien, tout est réglé, puis on se parle régulièrement. La famille se tient bien quand même. La famille se tient bien. Alors, dans ce sens-là aussi, je pense que ce sont des belles choses. Sur le plan professionnel, il y en a tellement. Il y a toutes sortes d'anecdotes aussi. Je vous en cite une. Lorsque René Lévesque, je n'étais pas là à ce moment-là, en 85, le 20 juin, pas eu la chance a démissionné. À l'époque, c'était un autre domaine. Là. Il y avait un bulletin de nouvelles à la télé le soir sur chacune des chaînes. Il y avait la radio. Et j'étais au réseau Radio Mutuel. Et à ce moment-là, j'ai eu bien du plaisir parce que c'est Paul Larocque qui est à TVA, qui vient de Val-d'Or, qui nous dit, il était sur la colline parlementaire à Québec, il dit « On est informé que René Lévesque avait réquisitionné le Telbec, qui était l'agence de diffusion des communiqués gouvernementaux, à 23 heures. » Ah! Il attendait que les bulletins de nouvelles finissent. Je ne sais pas, je n'ai jamais demandé à Paul d'où venait sa source. Et là, bon, on sort une liste de numéros de téléphone et de gens qu'on pouvait appeler pour essayer de vérifier. Je parle à l'ancien chef de cabinet de René Lévesque, il dit « Non, c'est pas ça, ça va être autre chose, attendez-vous. » Bon. Okay. Finalement, j'appelle Doris Lucier, puis je me présente. Ah, il dit « C'est fait, là! » 2 heures avant la démission de René Lévesque, on avait un oncle qui démissionnait. C'était le réseau Radio Mutuel. Et par chance, pour l'amateur de baseball en moi, notre compétiteur, le réseau Télémédia diffusait les expos. Fait qu'on a pu se faufiler pendant une couple d'heures. Puis, et la télé n'avait pas les moyens d'aujourd'hui de se retourner sur un 30 sous. Et le monitoring interstation radio-télé était moins fort. Donc, les radios s'espionnaient régulièrement. Ah, il y a ça. OK, il faut que je m'ajuste. Il y a ça, je prends le téléphone, j'appelle la personne. Alors, ça avait été un des petits coups là, assez intéressant, merci. La première panne de courant majeure en 87, où le Québec avait été plongé 24 heures dans la noirceur, j'avais eu le scoop de façon bien banale. À Sherbrooke, Hydro-Québec achetait une partie de son courant d'Hydro-Québec. Hydro-Sherbrooke, pardon. Il achetait d'Hydro-Québec. Et je connaissais le directeur parce qu'on faisait affaire régulièrement. Fait qu'à un moment donné, il m'appelle et dit « Guy, il dit, il y a un problème, c'est un ordinateur qui n'a pas fait son travail. »
Et ayant demeuré 3 ans et demi sur la Côte-Nord, j'avais aussi mes petits contacts. Et on a appris que c'était un peu du... le temps avait refroidi, il y avait plus. C'était pas du gros verglas comme en 98, mais il y avait du verglas. Et les lignes de transport, les gaines des fils commençaient à être fissurées. Ça s'est inséré là-dedans. Et quand la première ligne a tombé, un ordinateur, dans le il y avait un fil là, de mise à terre, de ground, qui était mal vissé. Fait que l'ordinateur n'a pas fait déclencher la deuxième ligne. Parce que les lignes de transport, il y a la ligne principale et la ligne de protection. Alors, c'est pas comme en 98, tout s'est effondré, là, mais c'était un problème informatique. On commençait les bugs informatiques à l'époque. Alors qu'on pensait que ça serait la révolution totale, ben c'est là que ça a commencé. Bon, il y a plusieurs éléments forts. J'ai eu le plaisir de décrire les matchs de ski pendant 10 ans. Entre 2 contrats de radio, à un moment donné, on avait parti le web diffuseur qui, dans les années 2000, a été... et on allait chercher jusqu'à 150 000 visites par jour à ce moment-là. Fait que ça veut dire que les gens qui... En 2000, là, c'était 30 000 personnes à la fin du mois. Mais après ça, là, c'était dans 150... Pas par jour, 150 000 par mois. Ça veut dire que les gens avaient pris une routine. Il y en a qui me disaient, même, on avait monté un système d'archives. On y va le matin, on y va le soir, si c'est passé de quoi dans la journée. Alors, c'était... Mais j'avais transposé, finalement, le modèle de la radio au web. Et c'était un peu moins perfectionné. On n'avait pas de photos, pas de vidéos. Mais c'était un départ. Et c'était des textes courts, punchés. Et une autre réalisation, papa. J'ai redonné ce qu'on m'a donné, c'est de faire du mentorat avec les jeunes, on pourra en parler. C'est bon. Justement, vous avez mentionné les nouvelles technologies. Tout ça, c'est une question que je me demandais. Avec les avancées technologiques, les grands changements qu'il y a eu depuis 40 ans, dans le fond, qu'est-ce qui vous a le plus... Quelle est votre plus grande impression? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans les changements radiophoniques depuis le temps? C'est plus simple, puis je parle avec les vétérans, là, on s'amuse. Par bout, on s'ennuie de la bonne vieille époque où parce qu'il fallait bouger, être plus physique, bouger, placer des disques, aller transporter des cassettes pour les commerciaux. Là où on ne s'ennuie pas, c'est de l'époque des disques qui sautent. Il fallait mettre une pièce de monnaie sur le bras de la table tournante pour pas que ça saute. Des rubans qui s'en mêlent dans le magnétophone, ces choses-là. Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est bon, c'est pratique, mais ça peut être... On est moins alerte là-dessus. Par contre, un des côtés beaux de la technologie, c'est qu'avec tous les médias sociaux et les médias, je suis comme beaucoup d'autres, je suis abonné à des alertes. Alors souvent, quand je suis en onde, j'aime bien ça. Hey, il y a une alerte qui sort de telle affaire, je vais vérifier. Évidemment, je fais toujours la double vérification, surtout qu'il y a toujours des sites un peu douteux qui disent le contraire de ce qui se passe. Là. Et l'accès à l'information est plus rapide, la technologie est différente. Mais sur la base, ça demeure de la bonne vieille radio. Il y a peut-être des choses, on a resserré des événements, les entrevues sont... un petit peu plus serré, mais on passe à autre chose. Le tempo est un petit peu plus rapide. Et dans les beaux souvenirs aussi, c'est que les années au télémédia, j'ai eu l'occasion de faire la recherche de Pierre Pascot, un des grands animateurs de radio de l'histoire du Québec, là, de 85 à 89, de qui j'ai beaucoup appris, et j'ai appris de beaucoup de gens d'ailleurs. Et quel serait, selon vous, le ou les plus gros défis dans votre métier? Durer. Dans le sens de durer, un des défis, c'est de continuer d'être à jour. Vous arrivez avec les nouvelles technologies, avec des nouvelles idées, et quand je parle de l'importance de mes enfants m'arrivent avec leurs préoccupations, leurs joies, leurs peines, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que j'ai vécues il y a 40 ans. Donc, à ce moment-là, ça permet de dire, OK, ça s'en va par là. Puis quand je parle de l'auditoire, je sais que les jeunes de votre génération, un petit peu plus vieux, pensent de telle façon. Donc, si je vais faire un commentaire, je vais essayer d'adapter le contenu pour les générations qui nous écoutent. Ma génération, on sait pas mal de quoi on parle, mais on n'a pas nécessairement les mêmes préoccupations. Moi, je fais partie de la génération, même si j'ai bougé plus que la moyenne, de gens qui entraient, qui avaient un emploi, qui avaient une sécurité. Il y a 40 ans, on se mariait, on avait des enfants, et bingo! Maintenant, c'est autre chose. Alors, les jeunes arrivent avec un bagage différent, alors il faut savoir en tenir compte et être à l'écoute des gens, c'est fort important. Je pense que ça, là, c'est encore la bonne vieille recette. J'avais Paul-Émile Beaune, qui est un des grands de Radio Québec, qui disait souvent, vous savez, la radio, peu importe la station, c'est une tarte. La différence entre les deux, c'est le crémage. Ah, bon, c'est bon. Ça donne une bonne image, une bonne métaphore. Bien, c'est comme ça qu'on se distingue, parce que les principes de base demeurent les mêmes. Et ça ressemble à quoi une journée normale dans la vie de Guy Champoux? Ça commence la veille au soir. Quand je vais me coucher, j'ai fait le tour de l'actualité. Et quand je me relève le matin, surtout les journées de travail,
des fois, il reste une ou deux choses. Si je ne me prépare pas avant d'aller me coucher, ou si je travaille l'après-midi, le matin en me levant, j'ai l'impression d'être en retard pour faire du rattrapage. J'aime ça être à jour. Alors, une journée de travail, après ça, je m'en vais à la station. Il y a plein de choses à faire. On a les commerciaux enregistrés. J'ai une bonne partie de la programmation musicale de la station à faire. Là, également, ça a changé, mais pas tant que ça. OK? Il s'agit juste, c'est une question de proportion dans les chansons plus rythmées, moins rythmées. Et la radio est moins généraliste, même si ici au Témiscamingue, on en retrouve et je trouve pas ça désagréable, en ce sens que chacune des stations dans un marché a son créneau précis. Maintenant, à l'époque, on était un melting pot d'un peu tout ça. Ce qu'on peut encore retrouver à CKVM, qui est fort intéressant là, c'est la spécialisation des créneaux qui a changé beaucoup. Donc, CKVM, la radio, elle est encore un peu comme les anciennes radios? C'est de la radio dans le sens de radio de proximité. C'est une radio qui est plus collée. Et dans les régions du Québec, on en retrouve, là, qu'on aille en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Et finalement, c'est l'identité musicale, souvent dans ces marchés-là, qui peut changer. Et le contenu verbal. Quel genre est-ce qu'on est une radio? Parce que dans les 40 dernières années, ailleurs qu'au Témiscamingue, on a assisté au système du trash radio, notamment à Québec. Mais c'était là. Il y avait André Arthur il y a 40 ans. Et avant lui, je ne l'ai pas connu parce que je n'étais pas né. Saint-Georges-Côté. Québec a toujours eu besoin de cette espèce de défouloir parce que la personne qui entre dans la fonction publique, souvent, est coincée dans un système. OK? Et là, les gens qui sont de l'extérieur, hey, qu'est-ce qu'ils ont chialé? Bel job payé, syndiqué, pas de sécurité d'emploi. Mais ces gens-là ont d'autres types de frustrations. Et là, il y a comme une espèce de lutte des classes, parce qu'il y a certains syndicats qui sont maintenant appelés la gauche caviar, c'est-à-dire les syndicats confortables, et que les gangs petits, finalement, non syndiqués, sont laissés pour compte, et qu'on voit du côté de Québec que les gens syndiqués sont un frein à l'avancement des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à faire à travers ça. Là, je vous parlais tantôt des deux côtés de la médaille. Alors, Québec est un marché particulier pour ça. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que si vous êtes de bonne humeur et que vous accrochez un sourire à la personne qui vous écoute, vous avez fait la moitié du chemin pour conquérir. Oui, fait qu'on sourit toujours dans une journée normale de Guy Champoux. Dans la mesure, oui. Là. Oui. Des fois, je me parle tout seul et je me trouve niaiseux, mais c'est correct. C'est correct. Et en 40 ans de métier, quel a été pour vous le moment le plus intense, positif ou négatif? Oh, ça, c'est de bonnes questions. Si vous vivez dans l'excessif autrefois et tout ça, et que vous aimez l'intensité... L'époque de la fusion de Bécomo-Autrive, écoutez, j'ai dû travailler sur protection policière à un moment donné, tellement de climat social. Et je ne suis pas le seul. Les journalistes ont dû travailler parce que ça avait été une fusion imposée de force. Le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque était en fin de mandat. Donc, l'usure du pouvoir, puis il y avait un paquet d'éléments sociologiques propres à cette localité-là, qui, en fait, en compte, c'était devenu un baril de poudre. J'ai reçu des menaces. Faire un bulletin de nouvelles avec la Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale dans le stationnement de la station, c'est... intense. C'est intense. Ah oui. Et à l'époque, c'est l'époque où ma fille aînée est née, Véronique, et que mon père est décédé. Puis, je recevais des téléphones de menaces, il n'y avait pas d'afficheur, rien là, dans le temps. Là. Et à 3 h du matin, « Hey, Champoux! » C'est ça, et les menaces. C'était pas nécessairement pas une bonne agréable, non. Et, même que la police venait faire son tour chez nous une fois de temps en temps pour voir si tout était agréable. Mais j'étais pas le seul journaliste. C'était pas unique à Guy Champoux. C'était la situation de l'époque. En quelque part, ça a permis de me forger un caractère aussi, parce que j'étais jeune, j'avais 25, 26 ans, donc c'était le début de ma carrière et j'ai dû affronter une méchante tempête. C'est la plus grosse, en fait, que j'ai rencontrée. Il y a dans des gros marchés aussi, puis on a assisté dernièrement aux sorties des codes d'écoute dans plusieurs marchés. Ça peut être assez stressant. Je vous dirais que la veille de la sortie des codes d'écoute, surtout si votre situation est de longueur d'avance, ça peut être plus reposant, mais toujours, bon, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on baisse, est-ce que tout le monde a son emploi lundi matin? C'est quelque chose, je pense aux gens de la télé également. On commence une série, les gens travaillaient très fort, mais le résultat en ondes fait que c'est pas ce que ça attendait. Là, les critiques pleuvent de partout, et peut-être même pire que pour les journalistes. Et vous avez travaillé très fort et vous n'avez aucun contrôle sur les résultats. Si Guy Champoux d'aujourd'hui rencontrait Guy Champoux de 40 ans dans le passé, qu'est-ce qu'il lui donnerait comme conseil? D'être moins impulsif, Dans mon côté excessif, là, je montais aux barricades souvent très rapidement. Mais ce que je pense avoir gardé de mes 20 ans, c'est mon côté volontaire. Oui.
Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais c'est des traits de caractère qu'on a, ça. Oui. Mais l'impulsivité, je pense que ça vient avec la sagesse. Oui. Puis pour apprendre à le devenir moins, il faut l'avoir été. Oui, c'est vrai. Vous avez mentionné votre fille aînée, Véronique, qui est aussi un peu la relève du métier. Elle est morning woman dans une station à Sudbury. C'est ça, le Lou FM qui ont des satellites à Timmins et également dans West Nipissing, là, Sturgeon Falls. Véronique va bien. Elle a même été elle avait été refusée au cégep de Jonquière. Elle avait dit, c'est peut-être pas pour moi. OK. Et elle est devenue enseignante. Et là, au bout de 4-5 ans, on voit les difficultés qu'ont les jeunes enseignants. Elle a décidé de se réorienter, même aller faire un petit tour chez Disney. Puis là, en revenant, elle dit, je veux faire de la radio, qu'elle est allée suivre sa formation. Ma fille Vicky est esthéticienne en Beauce. Et Annick aussi a fait un retour aux études, ma cadette. Elle étudie pour devenir paramédicale ou technicienne ambulancière, si vous voulez. Et ça s'est passé ici à Notre-Dame-du-Nord lors du soir, parce qu'elle était agente de sécurité, puis elle l'est encore, ça lui permet de gagner sa vie. Et le soir du spectacle des Cowboys fringants, il s'est passé quelque chose où les ambulanciers ont dû intervenir, et elle, comme agente de sécurité, a dû également faire sa part. Et elle a, de ce que je comprends, là, elle a senti le même déclic que moi la première fois que j'ai ouvert le micro. Fait qu'elle a dit, c'est vers là maintenant que je veux aller. Parce que j'ai été chanceux. À 12 ans, je le savais. Oui. Mais il y a combien de gens qui... C'est de l'essai-erreur. Là. Oui. J'ai aussi essayé autre chose, mais la vie m'a toujours amené vers la radio, vers les médias. Et qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de Véronique qui est dans la relève? Ça vous fait quoi comme sentiment? Ça me fait un petit velours, mais je ne voudrais pas mettre l'accent uniquement sur Véronique. Okay. Véronique a un emploi public comme le mien, avec les avantages et les inconvénients que ça a, mais ça ne doit pas occulter ces deux sœurs qui, elles aussi, font de très bonnes choses. Alors, oui, papa est fier, mais au-delà de ça, je pense que mes 3 enfants ont trouvé leur voie. C'est ça l'important. Et je suis fier de mes 3 enfants parce qu'elles sont ce qu'elles veulent être. Et elles sont ce qu'elles sont. Et non, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre ou de ressembler à papa ou à maman. Ou moi, je leur ai dit, jeune, trouvez-vous quelque chose dans la vie que vous allez aimer parce que vous allez trouver le temps là. C'est ça. Dans toutes les émissions que vous avez animées durant votre carrière, est-ce qu'il y en a une en particulier que vous avez plus appréciée? Bien, il y en a plusieurs, mais le plus beau plaisir, c'était Énergie Rouyn-Noranda. La fonde le matin, là, c'était absolument débile. Ah oui? Avec Marc Thibault, Yann Clermont, Pascal Guité, France Grandmaître, il y a Ulysse Ferdinand, il est passé pas mal de monde. Mais on avait une espèce de côté et je pouvais le lâcher. Et j'étais au début de la quarantaine, donc avec un petit peu de métier. Lâcher notre fou en restant. Puis même aux nouvelles, on avait établi une procédure, puis j'avais averti les animateurs, quand je suis dans le « viens pas me lâcher une joke si on parle d'un accident mortel ou de quoi de grave ». Mais on avait conclu que si je donnais pas un signal au début de nouvelle, on pouvait entrer sur une niaiserie et terminer. Mais si je disais « c'est sérieux », on s'était fixé un mode de fonctionnement. Puis, ça se terminait quasiment toujours par une nouvelle insolite ou un jeu de mots ou quoi que ce soit. Fait que on avait il y a eu beaucoup de plaisir parce qu'il y avait une espèce de lâcher-lousse extraordinaire. Les années à télémédia également, c'était avant l'arrivée des chaînes en information continue. C'était une belle époque. Et on bougeait beaucoup. J'étais chef de pupitre, j'étais sur la route également. À l'époque, on avait les vieux radios VHF, l'équivalent des walkie-talkies. Et on se promenait le matin, 3 conférences de presse d'un bout à l'autre de la ville en ligne, et souvent on dictait sur l'appareil notre texte en conduisant. Et là, on partait le magnétophone et on mettait le micro de la radio sur le téléphone, puis on dit ramasse le son, on fait un petit montage avec ça. Quand je vais revenir après mes 3 conférences de presse, on va ajuster le son. Et c'était toujours une pression d'être numéro 1, et ça, c'est ce côté compétitif. J'en ai acquis beaucoup là et je l'ai gardé depuis. Puis, puis on m'a appris aussi, quand on se fait passer une nouvelle, la loi de la moyenne joue. Mais quand on a 8 sur 10, c'est ça. C'est à peu près l'objectif que je me donne, parce que c'est comme à l'école, on ne peut pas toujours avoir 100 %. Je me demandais aussi si vous aviez des superstitions, des espèces de routines ou des signes de la vie que vous interprétez à votre manière. Bien, animateur, avant l'informatisation, et puis je partais toujours la première table tournante à gauche sur le premier disque. Mais des fois, il y en avait une de chaque côté ou deux à côté de l'autre. C'était toujours la première à gauche qui partait. C'est peut-être la superstition, c'est une espèce de routine aussi. Oui. C'est superstition pour un chat noir, là, j'ai pas de ça. Non, plus, je sais pas, une certaine chanson passe à la radio. Je suis un amalgame. Et d'ailleurs, il y a une petite comique là-dessus, parce que à Énergie, justement, il y avait Sébastien Dufault, qui était un des deux membres fondateurs du groupe.
Et là, on me fait chanter pour niaiser à non d'amalgame. Et là, Yann Clermont, après, elle dit est-ce qu'il chante mieux que Caroline Néron? C'est parce que Sébastien venait de se séparer de Caroline Néron. Oups! Mais c'est ce genre de choses-là, quoi. Il y avait un clin d'œil là-dedans. Ouais. Là. C'est ce genre d'espèce de folie-là qui est agréable. Non, si vous m'entendez ça, je chante la chanson des Schtroumpfs. Oui! Que d'ailleurs, quand j'étais petit gars, je n'écoutais pas les Schtroumpfs. Ah non? C'était. J'étais rendu au début de mon âge adulte et mes enfants n'étaient pas arrivés. OK. Fait que Passe-Partout, Bébé et Geneviève et compagnie, ça, je peux vous en parler longtemps. là. Oui. Mais je sais pas pourquoi, c'est resté dans ma tête, ça, par la chanson de Bobino. Mais ça, c'est une autre époque. Ce serait le temps de conclure l'entrevue. Est-ce que vous avez une dernière anecdote que vous avez vraiment le goût de me partager? Quelque chose que vous vous êtes dit? Non, Non. Feu d'action en 80, des lapsus, on en fait. OK. À l'époque, la religion était présente. Le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception et j'ai échappé l'Immatriculée Conception. OK. Et le soir du référendum en 80, c'est sérieux, c'est le premier au Québec. OK. Moi, mon travail à ce moment-là, c'est pas sur le terrain, c'est de compiler les statistiques. Il fallait faire des appels parce qu'il n'y avait rien informatisé. Et une partie de la soirée, je parlais de circoncision et non de circonscription électorale. Ah, des lapsus comme ça, il y a dû en avoir beaucoup. Ah oui, absolument. Ça, sont drôles. Comme j'avais vu un avocat en cours dire que son client était accumulé au pied du mur. C'est pas tout à fait ça, hein? C'est bon. Mais merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous rencontrer. Plaisir. Félicitations encore pour les 40 ans de carrière et on vous souhaite un autre 40, 50, 60 ans de carrière. 27 ans. Ah, c'est bon ça? Parce que mon idole, Vince Scully, descripteur, on vient au baseball, des Dodgers de Los Angeles, qui a pris sa retraite la saison dernière, a été là 67 ans. Ah, une petite superstition ça aussi? Oh, c'est un gros vœu pieux. Ah oui. J'espère que la santé va suivre. Oui. On compte sur elle. Puis j'espère être autonome le plus longtemps possible. Puis je rêve de faire un centenaire. Peut-être 2 petits bobos, là, mais c'est comme un vieux char, à un moment donné, tu te rafistoles ça. Ben oui, c'est correct. Ben merci beaucoup. Plaisir. Puis bonne continuité. Merci. Vendredi dernier se tenait le vernissage de la Galerie Notre-Dame à Lorrainville, située sous la fabrique Geppetto. Cette fois-ci, c'est 11 artistes peintres du regroupement L'Artouche qui s'est réunis pour créer des œuvres dont le thème et le titre de l'exposition est « L'univers des mots ». Dès le 1er décembre jusqu'au 26 janvier 2018, c'est ouvert au grand public. C'est la représentation intime avec l'univers des mots à travers une vingtaine de tableaux. Le visiteur fera la découverte de mots appuyés sur un visuel empreint de sujets variés, d'émotions et de couleurs vibrantes. Dans la même foulée, l'artiste Christian Paquette vous présente une série de plâtres qui a été réalisée lors d'une journée de création en collaboration avec la Société d'Alzheimer du Témiscamingue. Au cours de cet exercice ressemblant à de l'art-thérapie, l'artiste a regroupé 6 personnes souffrant d'Alzheimer accompagnées d'un proche aidant qui ont joint leurs mains à l'intérieur d'un processus artistique anonyme afin de signifier l'importance du contact humain dans la perspective de briser l'isolement face à ce fléau. Une série de plâtres représentant des paires de mains qui se tiennent, qui se touchent et qui sont en contact. L'exposition L'Univers des mots vous est présentée à la Galerie Notre-Dame du 1er décembre au 26 janvier 2018 inclusivement. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez contacter Christian Paquette au 819-625-2679 ou écrire à info@galerienotre-dame.ca. TV Témis est allé à la soirée du vernissage et nous vous présentons le reportage de cet événement. En fait, le vernissage, c'est une exposition collective du regroupement de l'Artouche, qui est le regroupement d'artistes au Témiscamingue. Le thème, c'est l'univers des mots. C'est une exposition qui regroupe une vingtaine d'œuvres, dont 11 artistes faisant partie du groupe ont participé. C'est une exposition qui a été soumise au niveau de la CEAT, c'est-à-dire le regroupement des galeries d'art en Abitibi-Témiscamingue. Le dossier, malheureusement, n'a pas été accepté. Donc, nous, on trouve important de présenter les œuvres de nos membres
Donc, c'est pour ça qu'on a profité de la période des fêtes pour présenter cette exposition-là au grand public. Bien, comme je disais, il y a 11 artistes qui ont participé. On a à l'intérieur du regroupement environ 35 membres qui sont actifs. Bien, en fait, moi, j'ai plutôt travaillé au niveau d'une journée de création avec le regroupement d'Alzheimer du Témiscamingue. Et ça a été vraiment une journée de création vraiment particulière. C'est des plâtres, c'est des moulages qu'on a fait. Durant cette journée-là, il y a 6 personnes souffrant de maladie d'Alzheimer ou de démence qui sont venues avec un proche aidant. Ils ont joint leurs mains pour effectuer un moulage de plâtre. Puis par la suite, moi, j'ai procédé au démoulage, le façonnage, puis on a appliqué ces moulages-là sur une base. Donc, ça vient refléter l'importance pour les gens qui vivent la maladie, le contact humain. Puis, dans une deuxième partie de cette journée-là, dans l'après-midi, ce sont les proches aidants qui sont venus faire une activité de scrapbooking avec les photos que j'ai prises dans la matinée durant l'activité artistique, là. Donc, ça a été vraiment une belle journée pour ces gens-là. En fin de compte, c'est un projet qui a été développé conjointement avec la responsable de la Société d'Alzheimer au Témiscamingue. Puis, on essaie de trouver un moyen de sortir ces gens-là de l'isolement, parce qu'ils sont souvent seuls à vivre avec la maladie. Donc, arriver avec une petite activité agréable, puis faire un bon passe-temps. Donc, ça a été développé conjointement. Puis, je te dirais que moi, personnellement, comme artiste, dans les dernières années, j'ai une tendance vers tout ce qui est projet impact social, impact économique et également pour mettre la région en valeur. Donc, ça s'inscrit très, très bien dans ma démarche artistique. De l'art-thérapie, un peu. Bien, on pourrait aller jusque-là, effectivement, parce que les gens sont sortis de l'activité vraiment très, très joyeux, contents, puis avoir eu un accomplissement personnel. L'ouverture, c'est du lundi au jeudi, de 13h à 17h30. Le samedi, de 10h à 17h. Le dimanche, on est fermé. C'est la seule journée qu'on est fermé. L'exposition va être là jusqu'à mi-janvier 2018. Donc, les gens sont invités à venir voir ça. Et si dans la période des fêtes, ils ont de la visite, bien, ils viendront faire un petit tour. Ça va être un bon moment à passer. L'avant-dernier match local des Pirates de Ville-Marie avant Noël a eu lieu samedi dernier dans une aréna bondée de monde. En effet, la partie contre les Lights de Meaford a commencé avec fougue et ténacité. La première partie s'est terminée à égalité 2 contre 2, mais les Pirates ont rapidement remonté les points pour terminer 6-2 la partie. Vers la fin du match, les Lights ont tenté d'ébranler les Pirates en les provoquant et en faisant prendre les mauvaises punitions. Mais la discipline et la solidarité des Pirates ont tenu bon jusqu'au bout, de quoi rendre fier le coach. Les Pirates ont nettement amélioré leur discipline depuis le début de leur saison, ce qui promet des parties encore plus intenses pour l'année 2018. De plus, durant ce match, le montant amassé pour les paniers de Noël a été dévoilé et un charmant discours d'Yvette Duquette encourage la population à continuer de participer aussi activement. Le dernier match des Pirates aura lieu jeudi 7 décembre. Soyez au rendez-vous. Notre collaborateur Francis Prudhomme vous offre de nouveau le reportage de ce match enlevant. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Mesdames et messieurs, victoire des Pirates! Une foule nombreuse s'était rassemblée pour assister au match entre les Pirates de Ville-Marie et les Knights de Meaford. En première période, plusieurs chances de marquer aux deux équipes dans les 5 premières minutes de jeu. Meaford frappe même un poteau. Le gardien Jean-Mathieu Ouellette doit se signaler à plus d'une occasion. Meaford marque le premier but du match en avantage numérique. Puis, but des Pirates en désavantage numérique alors qu'il reste moins d'une minute à la période. L'élève d'Hugo Bloom, brillamment préparé par Nicolas Belrose. Gresner obtient également une passe. 1-1 après une période.
pense qu'on a tous travaillé fort, puis on a donné le deuxième effort pour tout le temps performer, puis on a amené le plus de lancers au but possible, puis notre équipe, mes compagnons de trio, ils ont super bien joué, puis je trouve qu'on a joué un bon match malgré l'indiscipline. Ouais, c'était un bon match, on a pas trop mal joué, beaucoup de punitions. Après, les arbitres, ils collent un peu trop de punitions bêtes. En deuxième période, une belle chance de Boissonneau en échappée. Toutefois, le gardien adverse résiste. Puis, but de Maxime Burellier qui compte le deuxième filet des Pirates à 4 contre 4. Une deuxième échappée pour Boissonneau. Le gardien des Knights résiste. Meaford crée l'égalité à 12-25. Puis, but d'Hugo Bloom, assisté de Justin Lemieux. Et Hugo Bloom marque à nouveau sur une passe de Gironne. C'est 4-2 après 40 minutes de jeu. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de la discipline, mais la discipline encore là. Moi, je pense que nos gars ont été très disciplinés dans un sens. On paraît, oui, on a eu beaucoup de minutes de punition, mais ce soir, on va laisser l'arbitrage assez désiré, mettons. Là. Beaucoup de doutes sur des choses. On va même regarder des vidéos parce que j'accepte pas de ce qui s'est passé ce soir en fait d'arbitrage. Mais en tout cas, on va se concentrer pour le match de demain, qui est important contre Almaguin. Mais nous autres, on voulait avoir vraiment les 2 points contre Mayford parce qu'on est à 4 points d'eux autres avec 2 matchs en main. Fait qu'avec une victoire en plus contre eux autres, bien là, on s'approche de 2 points eux autres avec 2 matchs en main encore. Fait qu'on veut finir dans le plus haut classement possible pour avoir le plus d'avantages de glace possible pour les séries. Là. En troisième période, Alexis Duguay fait sentir sa présence avec plusieurs solides coups d'épaule. Les Pirates dominent leur adversaire en troisième, les forçant à écoper de punitions. Ils inscriront d'ailleurs un 5e but en avantage numérique sur la frappe de la pointe de Pierre-Sébastien Gironne, assisté de Justin Lemieux et Nicolas Belrose. Puis, belle chance pour Lemieux en échapper, toutefois sans pouvoir concrétiser. Belrose concrétise la victoire des Pirates en inscrivant un 6e but dans un filet désert. C'est 6-2, marque finale pour les Pirates. En troisième période, on a senti l'autre équipe un peu frustrée. Je pense que c'était important de ne pas tomber dans le panneau, de ne pas tomber dans la discipline, justement, de ne pas embarquer dans leur jeu quand on domine ce match-là. Ouais. Ils savaient qu'ils perdaient. Ils essayaient par tous les moyens de nous sortir. La dernière fois qu'on est allé jouer là-bas, ça a fait la même chose. Les gars, ils essaient de nous sortir de notre game. Mais ça n'a pas vraiment marché aujourd'hui. Oui, il y a eu des punitions, mais je pense pas qu'ils étaient tous mérités. Puis je pense qu'on a bien fait ça. Nous autres, on a demandé à toutes les fois que je collais, j'avais une crainte pour qu'on se fasse sortir des joueurs absolument pour rien, parce que c'était le game de faire ça. Mais nous autres, je suis fier des gars, par exemple, parce qu'ils ont compris le message depuis un bout, là, depuis 2-3 matchs, ils comprennent le message, qu'on ne veut pas embarquer dans ça. Puis chapeau pour eux autres, chapeau pour les gars. Ouais, il fallait rester focus, c'était les consignes du coach. Et on a essayé de rester le plus focus possible. Ouais, notre coach, il nous avait bien averti de ne pas embarquer dans le game, puis je pense que le mot, il a été compris, puis on a suivi son conseil. Okay. Et puis toi, depuis le début de la saison, comment va ton adaptation ici au hockey nord-américain et ta vie ici aussi? Très bien, les gars sont cool. On a une bonne ambiance d'équipe, une ambiance de famille un peu. Okay. Donc, t'as apprécié ton séjour jusqu'à maintenant chez nous? Ouais, c'est sympa. Les gens et tout sont sympas, donc au Témis, c'est bien. Parfait. Une bonne intégration. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Les 23 au 25 novembre dernier se tenait le célèbre village de Noël de Témiscamingue Shore. Un endroit enchanteur où toute la famille pouvait se réunir pour participer à des activités et même faire son magasinage des fêtes avec les nombreux kiosques d'artistes et d'artisans présents. Pour n'en nommer quelques-uns, il y avait les chocolats Martine, Chandelf, les bijoux Jessica, Capteur des saveurs et même le Salon du savon. Des activités exprès pour enfants, des activités exprès pour les groupes scolaires étaient prévues à tous les jours. Le samedi, il y avait même la fabrication d'un canot d'écorce et des compétitions de sciage de bio. Vendredi soir, il y avait une soirée de musique et de chansons et de plaisir au centre communautaire de Noulescourt avec du talent local. Bref, une réussite pour tous. TV Témis était présent sur les lieux. Voici le reportage de l'événement. On est rendu à la 4e édition du village Noël Témiscamingue. C'est un effort collaboratif entre le Centre culturel Artem, le Chambre de commerce de Témiscamingue Shores, le BIA, le Club Lyon, les Premières Nations et puis les Métis. Le village est aussi une collaboration avec les gens du Québec. Alors, c'est parce qu'on veut souligner les 3 cultures autour du lac.
Alors, on sait qu'on a la composante francophone, anglophone et Première Nation et métisse. Mais c'est surtout le village veut réunir ces trois cultures-là dans un effort collaboratif. Et puis pour démontrer que la région du Témiscamingue, c'est une région qui fourmille d'artistes et d'artisanat et puis de musiciens, de gens très, très talentueux. Et puis les gens qui ne se dérangent pas pour venir visiter le Témiscamingue, il manque quelque chose. Le thème, c'est la Nouvelle-France. Et donc, on a des personnages costumés, on a des activités genre Nouvelle-France. On a justement le lancer de la hache en arrière de vous. Et puis, plus loin, on a le sillage du bio, les compétitions pour les gens. On a toutes sortes d'activités pour les enfants. Et puis, on a 31 kiosques dans lesquels on retrouve plusieurs artisans et artistes du nord-ouest du Québec et du nord-est de l'Ontario. Bien, en fait, c'est pour faire découvrir mes produits du côté ontarien parce qu'en 2018, je vais avoir des points de vente en Ontario. Alors, je voulais venir tenter le pouls un peu ici du côté de l'Ontario pour pouvoir éventuellement, dans le fond, que les clients connaissent mes produits. En fait, Capteur de saveur, ce que je fais, c'est que je réunis les producteurs de l'Abitibi-Témiscamingue et je prends leurs matières premières pour en créer des recettes nouvelles. Alors, je prends toutes les matières premières de la région pour en créer un produit innovateur qui porte le nom Capteur de saveur. Alors, dans le fond, c'est de la promotion pour les différents producteurs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue aussi. On est proche de la frontière de l'Ontario, fait que ici, c'est une question aussi de tisser des liens entre les trois nations, puis de faire connaître mes produits aussi à ces gens-là. Fait que c'était une belle opportunité pour moi de venir ici en fin de semaine. On a pris une maisonnette ici parce que l'équipe nous contactait depuis quelques années, puis la traite de la fourrure, c'est vraiment... ça va avec le thème du village de Noël, qui est la Nouvelle-France. Nous, le gros trappeur Pascal Trappe, il tanne sa fourrure, il fait de la taxidermie, puis on fait de la confection. On a plusieurs items qu'on a offerts aux clients, puis on fait de la récupération aussi de toutes les retailles, fait qu'on a fait des décorations de Noël, ce que les gens ont apprécié énormément. Nous, ça a été une belle fin de semaine, ça a été une belle visibilité. Du côté de l'Ontario, les gens nous connaissaient moins. Donc, on en a profité pour faire parler de nous, puis faire découvrir nos produits à la population. Et on a choisi le thème de la Nouvelle-France parce qu'en 2015, ici en Ontario, on a souligné le 400e anniversaire de la venue de Champlain en Ontario. Alors, c'était dans ce contexte-là qu'on l'a fait. Et puis, on aime le thème de la Nouvelle-France parce que ça donne un cachet spécial à notre village. Alors, on essaie avec les petites maisonnettes en bois, l'affichage en bois, toutes les tentes et puis les activités d'époque. On essaie de rendre ça intéressant pour le visiteur et de leur faire vivre une expérience qu'ils ne vivraient pas ailleurs. Moi, je trouve ça magique. Je trouve ça magique, surtout le fait d'avoir exploité le thème de la Nouvelle-France. Je veux dire, c'est nos origines. Puis, je pense que tous les produits offerts aux visiteurs, puis tous les curieux ont une bonne idée de comment on est arrivé au Témiscamingue. Fait que je pense que ça nous ressemble énormément, puis ça nous touche beaucoup. Des francophones qui sont d'origine européenne, qui sont venus chasser les castors et qui se sont installés. Fait qu'on fait partie de la Nouvelle-France, on est la souche de la Nouvelle-France. Ici, on est sur le territoire des castors, on est sur le territoire des Autochtones, on est en plein territoire de trappe de l'époque des fourrures. Fait que tout ce qu'on voit ici, tout le commerce, toute l'industrie, toutes les personnes qui nous visitent, ils sont le fruit, les enfants du début de la colonisation, du début de l'arrivée des Européens et du commerce avec les Autochtones qui étaient ici et qui utilisaient la ressource depuis des millénaires. Fait que pour nous, c'est important de rappeler aux gens d'où viennent les origines, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va. Si on travaille ensemble, on peut réussir à vivre ensemble, travailler ensemble, puis aider ceux qui ont besoin d'aide. C'est important. Puis parler un peu de la future, de ce c'est qu'on peut laisser pour la future génération. Fait que là, ça touche pas rien que nous autres, mais tout le monde autour. C'est des choses quand même qu'on fait cette fin de semaine.
L'association de canot-camping du lac Témiscamingue, ça regroupe des gens des deux côtés de la rive du lac, des Ontariens puis des Québécois, qui, comme le nom indique, qui sont passionnés puis ils aiment faire du canot, ils aiment faire du camping. Donc, durant toute la bonne saison, on se promène sur les lacs et les rivières puis dans les forêts pour aller camper, pour aller se promener en canot. Mais évidemment, le canot, ça a été inventé par ici avec les Autochtones. Donc, on a aussi toute une partie historique, y compris les voyageurs, les anciens camionneurs qui se promenaient sur les routes de rivières et de lacs. Et on essaye d'expliquer aux gens, puis on se promène aussi avec les gros canots Rabasca pour refaire vivre l'époque de la traite des fourrures d'il y a 400 ans. Mokéa, c'est fait pour moi pour montrer aux gens un peu la construction de canaux d'écorce. Puis j'ai montré aussi qu'est-ce que tu peux faire avec le restant du matériel, comme les paniers en écorce, les paniers en frein. Fait que là, on montre, au lieu de jeter tous les matériels, tu peux continuer à faire d'autres choses avec. Puis aussi, je suis ici pour annoncer que dans 2019, on va ouvrir un village autochtone dans notre communauté, puis ça va être ouvert au public. C'est une chance de voir les canaux d'écorce, la fabrication des canaux d'écorce. Travailler avec les animaux comme les manteaux en chevreuil. C'est différentes choses, les plantes pour les médecins, puis toutes ces choses-là. Fait que là, c'est pour ça que je suis venu pour montrer un peu notre culture. Bien, il faut dire qu'à chaque année, le village grandit et puis c'est un net espoir que ça continue et d'avoir des satellites, des villages satellites, possiblement à Hillbury avec le thème des barons forestiers et puis à Cobalt avec les prospecteurs. Alors, c'est dans la vision d'un village qui grandit. Tourisme Kipawa a présenté sa nouvelle vidéo promotionnelle lors d'un 5 à 7 à Miwapani Lodge et Spa de Kipawa le 28 novembre dernier. La cinquantaine de personnes présentes, incluant élus, gens d'affaires et médias, ont pu admirer en primeur la création de Jordan Presso, natif de Kipawa, et de la compagnie CinemaWorks Entertainment. Le vidéo sera prochainement accessible au grand public via la page Facebook de Tourisme Kipawa. L'occasion aura aussi permis de dévoiler le slogan officiel « Au cœur de la nature » choisi au cours d'un vote anonyme. Après présélection d'un jury composé d'Anne-Marie Loranger de la Chambre des commerces de Témiscamingue Shore, de Suzanne Moline de Miwapani Lodge et Spa, Martin Poitras de Le Bleu et Marie-Pierre Valiquette du Musée de la Gare. Une présentation qui s'est très bien déroulée. L'accueil au Miwapani était excellent et l'ambiance collait parfaitement à l'événement. Amanda Nadon-Langlois, agente de développement du tourisme Kipawa, a mentionné que les projets en développement de tourisme Kipawa, notamment la mise en place d'un site web. C'est à suivre. Les demandes de panier de Noël 2017 auront lieu du 6 novembre au 8 décembre en composant le 819-629-3322, du lundi au vendredi de 9h à 16h. N'attendez plus, surveillez aussi le carrousel de TV Témis pour connaître les prochaines dates de la grande guignolée des médias, ainsi que les lieux et les adresses. Ou vous pouvez téléphoner tout simplement pour plus d'informations. Plusieurs spectacles du temps des fêtes arrivent à grands pas dans notre belle région. Le prochain spectacle se déroule le 23 décembre à 21h au Barbe Brew Pub. Il s'agit du groupe Mother Nature. Ensuite, les Nomades seront en spectacle le 29 décembre à 21h au Barbe Brew Pub. Et finalement, le groupe Blitz en spectacle le 31 décembre à 22h au Party du 31 à Gig. Le temps des fêtes cette année promet d'être mouvementé. Le Guide des fêtes des jardins pour un Noël 100% Témis fait des vues sur les pages Facebook officielles de TV Témis. En effet, à chaque jour pendant 13 jours, vous aurez la chance de visionner des capsules du temps des fêtes pour vous donner des idées d'activités, de cadeaux ou de lecture pour un Noël 100% Témis. Chaque capsule est disponible en tout temps sur la page officielle de TV Témis, mais également sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Ne manquez rien et visionnez de nouveau les capsules que vous avez appréciées. Chaque article mentionné dans les capsules sont disponibles également au Témiscamingue. Soyez à l'affût, nous allons peut-être parler de quelqu'un que vous connaissez. Si les écoles secondaires d'Abitibi avaient pu bénéficier de la mise en lecture du roman Une fois de trop de l'auteur Témiscamingue Émile Lachapelle, les écoles secondaires du Témiscamingue n'avaient pas pu en profiter, faute de financement. C'est désormais chose faite grâce à un investissement de la Commission culturelle. Ainsi donc, les 28 et 29 novembre derniers, c'est plus de 300 étudiants témiscamiens qui ont pu assister à la mise en lecture du roman réalisé par les productions du Mécène.
compagnie de production témiscabitibienne dont les 3 créneaux principaux sont le théâtre, le chant et la danse. La mise en lecture est une interprétation quasi théâtrale d'un roman. L'avantage est que l'on choisit uniquement des passages clés du roman et toute la logistique, costumes, décors, est allégée. On se trouve donc à mi-chemin entre une simple lecture et une pièce de théâtre. Pour l'occasion, certains dialogues ont été légèrement remaniés afin de mieux coller à l'interprétation des comédiens, à savoir le Témiscamien Frédéric Fournier et les Rouyn-Norandiens Mylène Barry-Manta et Myriam de Bonville. Pour Émile Lachapelle, c'est une belle opportunité d'assurer la pérennité de son roman et de le découvrir sous un nouvel angle. À la représentation à Lorrainville, les jeunes réagissaient beaucoup, ça riait, ça pleurait, ça venait les chercher. Même après la rencontre, les jeunes continuaient d'en parler. Lorsque tu écris, tu l'as dans la tête, mais la mise en lecture et de voir les personnages vivre, c'est assez capoté. Pour un auteur, de voir son histoire imagée de cette façon, c'est un véritable cadeau, ça va même au-delà de l'œuvre. Ça a été publié aux éditions Zélé et c'est un roman qui aborde les sujets de l'alcool au volant avec beaucoup d'émotion. On félicite l'auteur Émile Lachapelle. Du hockey de haut niveau était au rendez-vous dans notre région en fin de semaine passée. En effet, la toute première fois en Abitibi-Témiscamingue, un match de hockey professionnel avait lieu au centre à Témiscamingue. Les rencontres opposaient les Knights de North Shore de Kingsville, en Ontario, aux Dashers de Danville, en Illinois, aux États-Unis. C'était de la Fédération Hockey League, qui est la ligue d'entrée de gamme au niveau professionnel et qui comporte 6 équipes. L'idée de cette partie est lancée lorsque Pascal Labranche, président des Titans, a été contacté par le propriétaire des Knights de North Shore, Michael Kolaric. Ce dernier était propriétaire des Huskies de Séguin et des Kings de Kingsville, 2 équipes de l'AGMHL. S'est retrouvé donc à acheter une concession américaine de la Ligue qu'il a déménagée à Kingsville. Désormais, avec 2 équipes dans la même ville, M. Kolaric s'est retrouvé avec un temps de glace disponible très restreint et s'est donc tourné vers des équipes en santé de la GMHL afin de pouvoir exporter certaines parties locales de l'équipe en expansion des Knights. Le public des Titans était très assidu à l'aréna, possédant une bonne capacité. Il a donc été conclu que 3 matchs des saisons des Knights de North Shore se dérouleraient à Témiscamingue. François Harrison, directeur des loisirs de la ville de Témiscamingue, explique que le plus gros défi aura été celui du calendrier et au niveau de l'aréna, car la glace du centre est dans les plus hauts standards. Techniquement, c'était très possible de recevoir une rencontre de la LNH à partir de l'organisation d'une partie de la FHL. Cela s'apparentait à n'importe quelle partie qui était déjà sur place. Détail intéressant de l'entente entre les Knights et les Titans, lors de chacun des 3 matchs, 2 joueurs de l'équipe des Titans seront alignés sous les couleurs des Knights et pourront ainsi donc goûter au hockey professionnel. Lors de cette rencontre, qui s'est soldée par une défaite des Knights 0-6 contre... Ce sont les Titans Michael White et Rylan Freed qui se sont illustrés dans l'équipe des North Shore. La prochaine rencontre des Knights à Témiscamingue aura lieu le 23 décembre, toujours au centre, et les opposera aux Thunderbirds de la Caroline. Lundi dernier se tenait une rencontre de consultation du ministre Blais sur le marché du travail et l'emploi de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En effet, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a tenu une rencontre de consultation sur la main-d'œuvre et l'emploi avec le Conseil général des partenaires du marché du travail et d'autres importants acteurs du développement économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette rencontre privée a suivi une rencontre de presse immédiatement ensuite pour donner toutes les informations. Ce dossier est à surveiller et beaucoup plus d'informations seront à venir suite à cette rencontre. De nouvelles en lien avec la Bibliomobile et Madame Alpha. Si le projet de la Bibliomobile élargissait son territoire, aimeriez-vous recevoir ce service pour vos enfants de 0 à 5 ans dans le confort de votre maison? C'est simple. Si c'est un service qui vous intéresse, vous n'avez qu'à aller cliquer « J'aime » sur la page Facebook de la Voix des parents Témiscamingue à la publication de Sophie Lessard. Vous pouvez ensuite inscrire votre municipalité et partager sans hésitation. Vous pouvez également téléphoner à Alpha Témis au 819-622-0304. Madame Alpha est encore en marche jusqu'en avril 2018. Profitez-en et faites-en profiter vos enfants. Et c'est ce qui complète Info Témis cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco.
Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.